Bonjour. Les normes Euro ont tué une autre moto. Cette fois, c'est la Triumph Tiger 800 qui en a fait les frais. Est-ce une mauvaise chose? Pas forcément, car nous avons deux nouveaux modèles, les Triumph Tiger 900. Je vous expliquerai plus tard pourquoi il y en a deux. En fait, il y en a même plus. Mais d'abord, parlons un peu des changements. Comme son nom l'indique, le moteur est plus gros, ce qui est d'ailleurs une tendance assez courante ces derniers temps pour répondre aux nouvelles normes d'émission, à savoir augmenter la cylindrée du moteur. Ici, nous avons un avantage sur les automobilistes, et cela a été fait en augmentant le diamètre des pistons. Et puisque l'on s'est déjà lancé dans des modifications assez importantes du moteur, on a également remplacé les vilebrequins, les arbres à cames, les bielles. En général, il y a ici beaucoup de nouveautés. La boîte de vitesse, elle, est restée la même qu'avant. En revanche, ce qui est complètement différent par rapport au modèle précédent, c'est le décalage des manetons du vilebrequin. Désormais, au lieu de 120 degrés, ils sont décalés de 90 degrés, ce qui crée une sorte de fausse configuration en V, comme Triumph l'utilise sur ses bicylindres. Cependant, il s'agit toujours d'un 3 cylindres en ligne, donc on a ici une sorte de fausse V3. Je sais que ça paraît étrange, mais à quoi sert vraiment une telle manœuvre? L'idée, c'est que cette solution permet de transférer un peu plus de couple et de puissance dans la plage de bas et moyen régime, là où ces motos sont généralement utilisées. Et il faut reconnaître que pour se déplacer efficacement, même de façon dynamique, il suffit de rester entre 4 et 6 000, voire 7 000 tours par minute. La poussée est alors vraiment agréable. Pour parler d'une quelconque accélération, il suffit de monter à environ 2500-3000 tours par minute et cette moto avance déjà. De plus, le régime moteur a baissé lors de la conduite de croisière. À 120 km à l'heure, il est d'environ 4700 tours. Sur l'ancien modèle, c'était environ 5500 tours par minute. Mais ce qui a changé, c'est qu'à haut régime, il n'y a plus ce gain de puissance aussi perceptible qu'on le ressentait sur l'ancien modèle. Bien que le graphique du banc d'essai montre que la puissance n'est en fait pas plus faible à ces régimes élevés, car elle reste la même. En revanche, la courbe a complètement changé. Le comportement du couple est différent et les sensations sont tout à fait autres. Quelles sont les autres impressions après avoir roulé sur cette moto? Je dirais ceci. Hier, nous avons parcouru 450 km sur des routes de qualité très variées. Et on sent bien que la Triumph Tiger 900 est une moto un peu plus grande. Tout d'abord, ici, autour du réservoir, on sent qu'elle est légèrement plus large. La selle est plus large et certainement plus confortable, alors que la 800 n'était déjà pas inconfortable. La protection contre le vent reste à un très bon niveau. C'est très appréciable que la solution simple de réglage manuel de la bulle ait été conservée et qu'on puisse l'ajuster d'une seule main en roulant. Mais le confort n'est pas seulement dû à la largeur de la selle. Ici, je pense que je peux aborder le sujet des deux versions, car maintenant, au lieu des versions XC, XR, XRT et d'autres noms étranges à 3 lettres, tout a été simplifié. Il y a le Tiger standard, qui n'a pratiquement aucun gadget électronique. Il y a la version GT, la GT Pro, ainsi que la Rally et la Rally Pro. La GT, comme son nom l'indique, est une version plutôt routière avec une légère capacité tout-terrain, mais elle est principalement destinée à la route. Elle dispose d'une roue de 19 pouces à l'avant et d'une suspension Marzocchi. Dans la version GT Pro, la suspension arrière peut être réglée de manière semi-active. Dans les versions Rally et Rally Pro, la suspension est fournie par Showa. Les roues sont à rayon avec une jante de 21 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Malheureusement, pas de 18 pouces. En plus, le guidon est complètement différent, plus haut, comme sur une moto d'enduro. Les débattements de suspension sont évidemment différents aussi. Ici, on a 240 mm à l'avant et 230 mm à l'arrière. Ici, c'est 290 mm, 189 mm. Si je me trompe, ce sera ici et en plus, ce sera là. Cependant, les points communs de ces motos sont bien sûr le même cadre, le même caractère moteur et cette fois-ci, les freins ne sont pas des Brembo fixes à 2 pistons, qui étaient assez spongieux dans la version précédente. Cette fois-ci, le fabricant a opté pour des Brembo Stylema, c'est-à-dire en fait l'un des meilleurs ensembles que l'on puisse obtenir en tant que simple mortel. En plus, il y a un mètre cylindre radial, donc l'ensemble n'est plus aussi spongieux qu'avant. Le freinage est vraiment très efficace. Parmi les détails qui raviront certainement les amateurs de conduite tout-terrain, il y a le fait que le support arrière, le cadre auxiliaire, peut être démonté, redressé, ressoudé ou même remplacé entièrement en cas d'accident. Donc c'est vraiment une excellente chose. Les deux versions se distinguent également par l'électronique, car ici on peut avoir les modes Sport et Sport Pro, tandis qu'ici ce sont les modes Off-Road et Off-Road Pro. Pour moi, le mode le plus intéressant est le Rally Pro, car on peut désactiver l'ABS à l'avant, à l'arrière, ainsi que le contrôle de traction. Mais revenons à la conduite elle-même. J'ai déjà mentionné que ces motos sont confortables et il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Après 450 km de route, honnêtement, tout allait bien. On pourrait même refaire le même trajet une deuxième fois sans problème, donc c'est un très gros point positif. Ce
qui m'a surpris, c'est que je me sentais même mieux sur la route, sur l'asphalte, avec la Rallye Pro. Un guidon plus large, une position plus haute et même le fait qu'il y ait une roue de 21 pouces à l'avant ne gênait pas pour mieux ressentir cette moto et se sentir plus en confiance dessus. En fait, j'ai roulé de manière beaucoup plus fluide et agréable justement sur la Rallye Pro. La GT Pro, en revanche, conviendra davantage, il me semble, aux personnes de plus petite taille. Tout d'abord, le guidon est placé plus bas, la position n'est pas aussi allongée vers l'avant et subtilement, la moto s'incline davantage dans les virages. Les deux versions se montent sur des surfaces déplorables, c'est-à-dire là où il y avait énormément de trous, se comportaient de façon fantastique. Cependant, celle-ci, en ce qui concerne les suspensions, était plus moelleuse, plus confortable. Les suspensions Showa sont conçues pour encaisser des chocs plus importants, pour rouler justement en tout terrain. Et aujourd'hui, nous avons passé une belle journée sur le terrain sur cette moto et je dois admettre que quand il s'agit du châssis, c'est un rêve. Cette suspension a vraiment tout réglé, même lorsque j'ai dû me battre pour garder le vélo stable. Super. Après avoir sauté ou dérapé, vélo fantastique en termes de maniabilité. Cependant, je dois faire un petit reproche à Triumph. Assez souvent, la moto calait même lorsque je gardais l'embrayage serré et que j'appuyais fort sur le frein. D'ailleurs, ce frein arrière avec des bottes de crosse est difficile à doser, même si la version rallye dispose de série d'un levier de frein réglable. En effet, il calait assez souvent. Ensuite, il ne voulait plus démarrer, comme s'il boudait parce que j'avais embrayé au mauvais moment. Je devais m'arrêter, réinitialiser l'allumage et alors seulement je pouvais redémarrer. Parfois, il aimait bien se perdre comme ça. Tout d'abord, c'est un défaut bien connu des Triumph. Après avoir mis le contact, il doit réfléchir un moment, te saluer, afficher Good Morning à l'écran et ce n'est qu'ensuite que tu peux démarrer. Si, pendant le lancement du menu de démarrage, tu appuies sur l'embrayage et essaies de le démarrer, alors là, c'est foutu, il ne démarrera pas. C'était vraiment très agaçant. À un moment donné, j'ai commencé à lancer des mots peu polis à l'encontre de Triumph, mais ce n'est que plus tard, une fois que j'ai commencé à rouler sur les sentiers et les chemins, que j'ai commencé à lui pardonner un peu. J'espère que lorsque cette moto arrivera dans les concessions polonaises, ces systèmes de connectivité seront également améliorés, car hier, nous avons essayé de connecter nos téléphones et avec la GoPro, je n'ai vu que 2 téléphones sur 10 ou 12 qui ont pu se connecter au système multimédia de Triumph afin de pouvoir contrôler la navigation, la musique, les appels et d'autres petites choses. Ce n'est pas que ce soit indispensable ou que quelqu'un en ait vraiment besoin, mais puisque ce genre de choses existe et qu'on le propose, cela devrait tout de même être bien abouti. Et pour l'instant, au 21e siècle, alors qu'on veut fabriquer des voitures autonomes, on n'arrive toujours pas à créer un système Bluetooth qui fonctionne correctement. Cependant, nous avons reçu une version de test et j'espère que dans la version commerciale, tout cela sera perfectionné. Mais vous voyez bien vous-même que ces problèmes, ces défauts que j'ai mentionnés ne sont pas très importants, car il est en fait difficile de reprocher quoi que ce soit de sérieux à cette moto. C'est la même chose que pour la Tiger 800. Il y avait bien quelques petits défauts mineurs, mais dire qu'il y avait un véritable problème majeur, pour l'instant, j'ai du mal à en trouver un, et j'ai comme l'impression que la 900 va répéter le succès commercial de la 800. Pour moi, c'est un changement que l'on peut clairement considérer comme positif, et c'est ce genre d'évolution pour l'euro que je comprends. Bien à vous! Vous en lirez plus dans le journal, sur Internet. Je vous dis au revoir. Salut!